Bienvenue dans cette demi-heure d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 23 h à Abidjan. Les questions de sécurité et de salubrité abordées ce matin au Conseil des ministres, au Conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point dans cette édition avec Viviane Aïma. Les nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire sont désormais situés sur leur lieu d'orientation. La publication officielle des orientations session 2017 a été faite cet après-midi. Ils sont 82 363 étudiants à avoir été affectés dans les différentes universités de la place. Présidentiel au Kenya, Raila Odinga appelle au boycott du scrutin de demain. L'opposant kenyan appelle ses partisans à ne participer en aucun cas à cette élection. Des questions de sécurité et de salubrité abordées ce matin en Conseil des ministres. Conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. On fait le point tout de suite avec Viviane Aïma. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, sous la présidence du chef de l'État, la situation sécuritaire générale a fait une fois encore l'objet d'une attention détaillée. Face aux vols et braquages en augmentation, le gouvernement ne baisse pas les bras. L'opération de lutte contre le grand banditisme se poursuit, a fait savoir à la presse le porte-parole du gouvernement. Il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents d'un des syndicats de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations, et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. L'opération de lutte contre le grand banditisme épervier 3 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Des patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Dans ce contexte, évidemment, nous terminerons en appelant, encore une fois, les populations à une plus grande vigilance. Il faut être absolument partout dans une posture de vigilance permanente. Pour une meilleure organisation de l'entretien de la ville d'Abidjan, des innovations ont été apportées par le Conseil. Désormais, ce ne seront plus 2 structures séparées, comme ça a été le cas jusqu'à présent, qui vont s'occuper de la gestion administrative de la salubrité. Pour plus d'efficacité, le Conseil a décidé de mettre en place une entité unique pour la gestion administrative. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, l'ANAGED. L'ANAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de l'ANASUR et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation des services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. L'ensemble des personnels des 2 structures dissoutes sont réaffectés à l'ANAGED.
L'autre nouveauté, l'enlèvement des ordures et le nettoyage des rues sont désormais confiés à deux sociétés, la société tuniso-ivoirienne et la société Eco et Burni. Si le conflit foncier dans la région du Cavali a une fois encore retenu l'attention du Conseil, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Quant aux personnes tuées, le Conseil a décidé de renforcer la présence militaire dans la région. Et toujours dans le cadre de la coopération ivoiro-belge, célébrée donc depuis maintenant 4 jours en Côte d'Ivoire, une cérémonie de signature de contrat a eu lieu donc ce mardi, mais avant, la princesse Astrid a été reçue par le président de la République. Dernier acte de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Une délégation conduite par la princesse Astrid de Belgique, reçue au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Un entretien élargi aux deux délégations a permis de faire le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et les actions à mener en vue d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Au terme des échanges, la princesse Astrid de Belgique et le président de la République Alassane Ouattara ont assisté à la signature d'accords bilatéraux issus de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Une mission qui, pour le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, est un message d'amitié à l'endroit du peuple ivoirien. Le président Alassane Ouattara a voulu, à travers cette rencontre, ici au palais présidentiel, marquer toute l'importance qu'il attache à cette visite et à la coopération entre nos deux pays. Une coopération ancienne et fructueuse à tous égards. Par ma voix, il tient à vous rendre hommage pour votre engagement et à vous exprimer à la fois sa considération et son estime. Votre Altesse, votre visite est incontestablement le symbole de la volonté du Royaume de Belgique et de la Côte d'Ivoire de nouer un partenariat exemplaire dans tous les domaines. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique s'est pour sa part félicité des résultats concrets de cette mission économique. Il y a un souhait de travailler ensemble dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est une porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest et plus largement même, comme la Belgique est une porte d'entrée vers le continent européen et un marché particulièrement développé. Si des entreprises nouent des partenariats, il serait particulièrement intéressant qu'elles puissent se rendre ensemble dans la sous-région que représente l'Afrique de l'Ouest. 8 accords bilatéraux ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique, dans les domaines notamment du transport aérien, de l'environnement, des infrastructures économiques, des transports, de l'énergie et de la promotion des investissements. 11 contrats également signés ce mardi entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, des partenariats qui s'inscrivent dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, du transport, entre autres. C'est ce que nous dit Cheikh Koné. Moment très attendu pour les opérateurs économiques belges et ivoiriens. 11 contrats commerciaux ont été signés par des entreprises privées des deux pays, ainsi que des chambres consulaires dans les domaines de l'importation et la distribution, de la chocolaterie, de la construction, du transport aérien et de l'industrie graphique. C'est la confiance qui fait effectivement qu'on signe des conventions. Et c'est le résultat aussi de négociations, d'échanges et, j'allais dire, de mise en commun d'expériences, d'échanges. Et donc, ça ne peut que nous réjouir. Nous, Chambre de commerce, nous avons signé avec Bruxelles Airlines pour faciliter justement les déplacements à nos ressortissants, aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Au niveau de la transformation, le contrat signé entre les opérateurs économiques ivoiriens et belges a pour objectif de transformer sur place, à grande échelle, le chocolat 100% ivoirien. Je considère qu'il est temps de créer des grands crus ivoiriens qui seront exportés vers le monde. Et c'est le contrat qui a été établi avec la maison Chocolat Guérin Boutron, qui existe depuis 224 ans. La Belgique est le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire.
Cette mission, forte de 265 opérateurs économiques représentant 135 entreprises, vise à renforcer la coopération commerciale et économique ivoiro-belge. Et notez que la princesse Astrid a donc quitté la Côte d'Ivoire cet après-midi après un séjour fructueux, séjour sanctionné par de nombreux accords signés donc entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Belgique. Son Altesse était accompagnée, notez-le, dans sa mission en Côte d'Ivoire par une forte délégation d'hommes d'affaires belges. Mesme Komoué, nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il succède ainsi à Soro Mamadou. Après donc quelques années, il est là pour un mandat de 4 ans. Le défi de la couverture maladie universelle, une de ses priorités. C'est ce que nous dit Konaté Moussa. Sur 300 délégués convoqués à cette assemblée générale élective de la MUGEFSI, 283 ont voté pour la liste Solidarité-Égalité, seule liste candidate. Libre champ donc pour Mesme Komoué. Il devient le nouveau président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires grognent aujourd'hui du fait des différents systèmes de quotas imposés. Les fonctionnaires grognent du fait des différents codes, n'est-ce pas, qui devront pouvoir valider les différents bons mutuels. Nous allons prendre des dispositions en attendant la mise en place de ce que nous avons appelé la carte unique et intelligente. Nous allons prendre toutes dispositions utiles pour que tous ces désagréments-là soient relégués au calendrier grec. Bien entendu, il y a le défi de la couverture maladie universelle et nous allons effectivement nous atteler avec le gouvernement à pouvoir relever ce défi. En plus de ces actions prévues, Mesme Komoué s'assigne une mission de réconciliation. Le jeu électoral est terminé, bel et bien terminé. Il faudrait que nos rivalités, nos adversités qu'on a connues au cours de ce jeu électoral-là s'estompent. Ces camarades, n'est-ce pas, en ce qui les concerne chacun, a des qualités qu'ils pourront mettre à la disposition de la mutuelle. Nous voudrions qu'ils acceptent la main tendue et qu'ensemble nous puissions travailler au rayonnement de la MUGEFSI. L'Assemblée générale a aussi enregistré l'élection des 3 membres du comité de contrôle de la mutuelle, avec à la tête Isidore Besson. Pour le comité électoral national, le pari est donc gagné. On peut considérer donc que c'est un processus qui est globalement réussi et qui permet à son terme d'avoir des nouveaux organes pour la MUGEFSI qui sont pleins de légitimité. Pour nous, c'est la MUGEFSI qui est gagnante, qui en sort renforcée. Mesme Komoué succède ainsi à Soro Mamadou. Il va présider le conseil d'administration de la MUGEFSI de 2017 à 2021, un mandat de 4 ans. Les nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire sont désormais situés sur leur lieu d'orientation. La publication officielle des orientations session 2017 a été faite aujourd'hui aux environs donc de 16 h. Ils sont 82 363 étudiants à avoir été affectés dans différentes universités de Côte d'Ivoire. Franck Wadio. Pour cette année académique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a enregistré 82 363 demandes d'orientation. Les affectations des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2017-2018 désormais publiées à travers une unique plateforme et ce depuis ce mercredi 25 octobre à 16 h. L'annonce est faite par la directrice de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. À l'adresse www.orientationsup.net. Adresse Internet connue, mais aussi des résultats d'affectation précisés. Sur 82 363 demandes d'affectation reçues, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques, soit un taux de 25%. 61 818 étudiants, soit les 75% restants des bacheliers, ont été affectés dans les établissements privés. 44% de filles et 56% de garçons affectés pour cette nouvelle année. Ils ont été sélectionnés selon des critères précis dans les universités publiques, privées et grandes écoles privées. Et ceci selon les critères de notes, de série du bac et de limite d'âge définis dans les universités.
Les affectations ont également tenu compte des paramètres suivants. Les choix exprimés par les candidats, c'est-à-dire les filières et établissements, les critères d'orientation dans les filières, les capacités d'accueil des structures et les résultats des établissements privés à l'examen du brevet de technicien supérieur de la session 2017. Des étudiants invités à s'inscrire dès maintenant. Une date limite pour la fin des inscriptions a été déterminée. Elle est fixée au 30 novembre 2017. On fait à présent un petit tour hors du pays, en Afrique du Sud, où s'est ouverte précisément à Cape Town la 24e édition de l'Africa Week Oil. L'événement réunit les acteurs africains et internationaux de l'industrie pétrolière. C'est donc le lieu pour la Côte d'Ivoire de faire la promotion de son bassin pétrolier. Envoyé spécial Christelle Mena. Pourquoi la Côte d'Ivoire et pas le Nigeria ou l'Angola? Quels avantages présente le bassin sédimentaire ivoirien par rapport à son voisin ghanéen? Les réponses du ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, venu promouvoir le potentiel pétrolier et gazier ivoirien à la 24e édition de l'African Week Oil. Nous faisons partie d'un bassin sédimentaire attractif qui est aussi très actif en matière de pétrole et de gaz. À ce jour, le bassin sédimentaire ivoirien comprend 48 blocs pétroliers, dont 11 en exploration et 33 libres. 4 blocs sont en production et fournissent actuellement plus de 240 millions de pieds cubes de gaz par jour. Nous avons un marché de gaz complètement intégré dans notre production d'électricité. Une production d'électricité à un niveau sous-régional, car vous devez savoir que nous revendons une partie de cette électricité à la région tout entière. Un marché ivoirien et sous-régional dynamique qui repose en partie sur une main-d'œuvre locale qualifiée, une législation et une réglementation attractive. La conférence réunit 8 ministres de pays producteurs d'hydrocarbures, une trentaine d'investisseurs, de compagnies pétrolières nationales et d'experts internationaux. Tous à Cape Town, en Afrique du Sud, pour partager leurs expériences et surtout créer des opportunités d'affaires et de partenariats gagnant-gagnant. Il y a 4 ou 5 années, les échanges entre pays africains au sein de l'Association des producteurs africains de pétrole étaient de l'ordre de 2%. C'est la meilleure solution que de promouvoir ces échanges interafricains, car nous sommes le continent le moins éclairé et nous avons besoin de ces ressources pour produire ce dont nous avons besoin, l'électricité. Électrifier l'Afrique grâce au gaz naturel notamment. C'est un des enjeux pour le continent qui tend aujourd'hui vers une intensification des échanges et de la coopération entre acteurs africains. À travers les compagnies pétrolières nationales, les gouvernements entendent optimiser l'utilisation et l'exploitation des ressources en hydrocarbures pour un bénéfice concret et durable dans le quotidien des populations. De retour en Côte d'Ivoire, on se rend tout de suite à Azaguié dans le département d'Aboville. La ville retrouve peu à peu son calme après le conflit intercommunautaire qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Une mission de suivi-évaluation a séjourné récemment dans la localité. Mamadou Kouassi. Fermé depuis le mois de mars 2017, suite à un conflit communautaire, le marché du Carrefour Azaguié sera rouvert ce vendredi. Une délégation conduite par le préfet de région et le médiateur délégué des Lagunes 1 s'est rendue sur les lieux pour des dispositions pratiques. Pour ne pas frustrer les unes et les autres, pour envoyer d'autres histoires, on a voulu que celle qui était là soit d'abord installée. Chacune a sa place qu'elle occupait avant la crise. On va faire en sorte que chacun soit égal à l'autre. C'est-à-dire la place que moi j'occupe, ça soit égal à la place que l'autre occupe. Et que l'occupation soit faite comme avant, c'est-à-dire mélangée entre elles. Chacune doit payer une somme de 10 000 francs. Pour s'installer. Cette décision de réouverture du marché du Carrefour Azaguié est le signe du retour de la paix et de la cohésion sociale à Azaguié. Un climat qui s'établit depuis quelques mois grâce aux actions des chefs coutumiers, des chefs de communautés ainsi que des leaders religieux. La mission de suivi-évaluation du médiateur de la République qui a séjourné 3 jours durant dans la ville livre des secrets. La population a adhéré à cette démarche de réconciliation, mais il restait un point. Ce point, c'était l'ouverture du marché du corridor. Nous avons enclenché ce processus, les communautés ont commencé par se fréquenter et nous pensons que petit à petit les rancœurs vont se dissiper et qu'il faut peut-être penser à l'indemnisation de ceux qui ont perdu des biens
et des vies humaines, et afin que vraiment eux aussi soient consolés et que nous puissions aller de l'avant. Le préfet de la région de l'Agnébit-Tiassa invite les différentes communautés à tout mettre en œuvre pour pérenniser le climat de paix qui règne actuellement à Zaguié. Nous avons réussi à les prendre conscience que l'arc-en-ciel, ce n'est pas une seule couleur, c'est plusieurs couleurs. Donc il faut qu'on accepte les différences entre nous, qu'on mutualise ce qui nous rapproche et qu'on essaie de maîtriser ce qui peut nous diviser. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Alors donc il faut qu'on fasse de telle que ce corridor soit vraiment un corridor de fraternité, un corridor d'unité, un corridor par lequel voilà, il y a un esprit nouveau. Message bien apprécié par les autorités coutumières, les chefs de communauté ainsi que les leaders religieux qui s'engagent tous pour le retour de la paix définitive dans cette région. Il faut rappeler que la ville d'Azaguié, située dans le département d'Agboville, a été le théâtre d'un conflit communautaire ayant fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux déplacés le 15 mars dernier. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre, communiqué émanant du Conseil national de la presse. L'ouest de la Côte d'Ivoire est depuis quelques semaines secoué par un regrettable conflit foncier opposant les communautés Oué et Baoulé au sujet de la forêt classée du Gouin-Débé. Le Conseil national de la presse, CNP, sans dénier aux journalistes leur droit d'informer sur ces faits d'actualité, constate cependant la publication d'écrits malveillants incitant à la haine tribale, à la révolte, à la violence, à la xénophobie. Ce, au mépris des interdictions que leur imposent les règles de leur profession. Les cas les plus graves sont pendants devant le collège des conseillers et feront l'objet du traitement qui sied en pareille matière. Dans l'intervalle, le CNP en appelle au sens de la rigueur et du professionnalisme de l'ensemble des rédactions qu'il invite à contribuer avec responsabilité, sans parti pris ni coloration, au règlement durable de ce conflit. Le CNP prévient que toute publication qui, en marge de cet appel, constitue une exacerbation de cette crise sera soumise à la rigueur de la loi. Et c'est signé le président Raphaël Lacmé. On poursuit toujours notre voyage à travers l'actualité, cette fois à Boaké, dans le centre du pays. La capitale de la région de Béké va abriter demain le lancement de la deuxième phase du Compédium des compétences féminines. Ce programme national qui vise à soutenir le leadership féminin a décidé tout simplement de s'étendre aux femmes rurales. Kader Sogodogo. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, passe à l'étape de la régionalisation en vue de se rapprocher des femmes de tout le pays. Cette régionalisation permettra surtout de faciliter l'intégration des femmes du milieu rural et périurbain dans la base de données du Compendium. Également, l'identification des modèles de réussite en dépit de nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées sera de mise. La conseillère spéciale Jean du président de la République, Euphrasie Yao, coordonnatrice du Compendium, est justement à Boaké. La ville va abriter le lancement de la régionalisation du Compendium. Dans ce champ, avec les braves femmes qui font chaque jour des travaux champêtres pour nourrir nos populations, nous sommes venus les féliciter, les rencontrer, voir ce qu'elles font au quotidien pour que ce rôle qui très souvent malheureusement est resté invisible, soit mise en lumière. Rencontre avec les femmes, visite de terrain, à domicile, dans les champs, échange avec les autorités, émissions radio et télé, le compendium est ancré dans le quotidien des femmes. Pour avancer, il faut que les femmes comprennent qu'on se donne la main. C'est ce que nous avons compris et on s'est mis ensemble pour aller de l'avant. On s'est mis ensemble, rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Ce n'est pas une affaire de connaître papier ou ne pas connaître papier. Il faut exceller dans ce que tu es en train de faire. Le compendium, le moment est favorable, j'y adhère. Le lancement de la régionalisation du compendium féminin aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 au Palais du Carnaval. Décédée le 30 septembre dernier, Hortense Aka Angui demeure présente dans les cœurs et les esprits
des Ivoiriens et plus encore dans les cœurs et esprits des femmes ivoiriennes. Elle aura été une icône, un modèle pour ces femmes qui ont décidé de lui rendre un vibrant hommage. Ce sera demain, jeudi 26 octobre. L'heure est donc à la mobilisation. Herman Niamien. C'est le 30 septembre dernier que le maire de Port-Boué, Hortense Aka-Angué, est décédé. Femme politique, mais aussi femme d'engagement et de conviction, qui a servi de modèle à plusieurs femmes en Côte d'Ivoire, les femmes dans leur ensemble ont décidé de lui rendre un vibrant hommage pour lui témoigner leur affection. C'est donc pour préparer cette cérémonie d'hommage qui aura lieu le jeudi 26 octobre prochain au Palais de la Culture que les différentes associations féminines du pays sont ici en réunion sur invitation du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Aujourd'hui, nous parlons leadership féminin, nous parlons autonomisation de la femme, mais ce sont des valeurs qu'incarnait déjà Mme Hortense Aka-Angué. Pourquoi? Parce qu'elle a été la deuxième femme ministre en charge des femmes, après Jeanne Gervais. Elle a été la deuxième femme présidente de l'Association des femmes ivoiriennes. Elle a été la première et la seule femme maire de la commune de Port-Boué jusqu'à sa mort. Et elle a milité au sein de plusieurs associations. Donc pour toutes ces raisons, nous avons voulu lui rendre un vibrant hommage avant son dernier voyage. Avant la cérémonie du jeudi prochain, certaines qui l'ont connue et côtoyée ont tenu à faire un témoignage sur l'illustre disparu. C'est une grande perte pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Parce que Mme Aka-Angué représentait vraiment pour les femmes, pour nous. Et vraiment, c'est notre maman. C'est notre maman et c'est notre exemple dans tous les domaines. Elle porte en elle toute la grandeur d'un engagement à la fois politique et social. Elle nous laisse un bel enseignement, toujours s'engager avec conviction, avoir le sens de l'autre, savoir se donner, savoir s'impliquer, savoir accorder de la place donc à ce qui nous tient à cœur. Ce que je peux lancer comme appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est pour qu'on se mobilise pour lui rendre hommage. Parce que c'est une femme qui a servi la Côte d'Ivoire au nom des femmes de Côte d'Ivoire. Née en 1933 à Agboville, Hortense Aka-Angué est une femme politique ivoirienne. Ancienne ministre de la promotion des femmes dans le gouvernement de la Première République ivoirienne avec Félix Houphouët-Boigny. Maire de la commune de Port-Boué dans l'agglomération d'Abidjan depuis 37 ans, Hortense Aka-Angué détient le record de longévité au poste de premier magistrat d'une commune en Côte d'Ivoire. En attendant donc l'hommage de la nation à Hortense Aka-Angué, le gouvernement rend un dernier hommage aux victimes du crash de l'avion qui a fait 4 morts et 6 blessés à Port-Boué. Une cérémonie de levée de corps a eu lieu ce matin. C'était à Ivosep, Trècheville. On y va tout de suite avec Gabriel Zani. La mère de l'une des victimes du crash survenu le samedi 14 octobre est inconsolable. Toutes les victimes décédées sont de nationalité moldave. Ce mercredi matin, à Ivosep, le gouvernement leur a rendu un dernier hommage. Le soutien du gouvernement, un soutien normal. Le président de la République a fait un télégramme donc, au président moldave. Et la Côte d'Ivoire se tient donc, aux côtés du gouvernement moldave, aux côtés du peuple moldave, également aux côtés des familles donc, attristées. Nous sommes aussi venus leur rendre hommage parce qu'ils étaient en mission donc dans le Sahel, donc pour l'ensemble de la région. Donc il était important que le gouvernement, au nom de toute la région aussi, donc, vienne manifester donc, leur solidarité et leur reconnaissance donc, au travail qui est fait donc, pour amener donc, la paix dans la région. 10 personnes, dont 6 Moldaves et 4 Français, étaient à bord de l'appareil qui s'est abîmé à Port-Boué, en bordure de mer, non loin de l'aéroport d'Abidjan. L'avion, en provenance de Ouagadougou, a chuté dans l'eau. Il avait été loué par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte antiterroriste au Sahel. Les causes de cet accident sont encore inconnues. Les enquêtes se poursuivent. Les dépouilles des victimes du crash d'avion seront rapatriées en Moldavie ce mercredi. Présidentielle au Kenya, Raila Odinga appelle au boycott du scrutin de demain. L'opposant kenyan demande à ses partisans de ne participer en aucun cas à cette élection. Gabriel Zani. Au Kenya, le second tour de la présidentielle aura lieu jeudi 26 octobre. Mais le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a appelé ce mercredi les électeurs à ne participer en aucun cas à ce scrutin
Pour lui, cette élection ne pouvait être ni crédible ni équitable. Un appel qui intervient après plusieurs manifestations de militants de l'opposition émaillés d'affrontements avec la police. La Cour suprême a renoncé mercredi à statuer sur un recours plaidant en faveur d'un report de l'élection présidentielle de jeudi en l'absence de 5 de ses 7 juges. Saisie par l'opposition, la Cour suprême avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta, invoquant des irrégularités dans la transmission des résultats. Mais elle avait ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans les 60 jours conformément à la Constitution. Le principal opposant Raila Odinga, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidentielle, s'est retiré de la course. Ce mercredi, un autre rassemblement a été organisé par l'opposition à Nairobi, la capitale kenyane, alors que la campagne a pris fin lundi soir. Et on reste avec Gabriel Zani pour évoquer cette fois la présidentielle au Libéria. À quelques semaines du second tour de ce scrutin, le candidat arrivé 3e au premier tour conteste la validité du scrutin. Charles Brumskin entend jouer les troubles faits le 7 novembre prochain. Arrivé en 3e à la présidentielle, Charles Brumskin conteste la validité du premier tour tenu le 10 octobre dernier. Le candidat du Parti de la Liberté, qui a obtenu 10% des voix, demande à la commission électorale du Libéria d'annuler le premier tour. Il a porté plainte lundi dernier. Charles Brumskin dénonce des fraudes et des irrégularités qui, selon lui, ont entaché la crédibilité du scrutin du 10 octobre. Il demande à la commission électorale de suspendre la tenue du second tour tant que sa plainte n'aura pas été prise en compte. Si la commission ne se saisit pas de cette plainte d'ici à jeudi, le candidat fera appel à la Cour suprême pour demander la suspension du second tour prévu pour le 7 novembre prochain. George Weah et Joseph Boakai avaient été retenus pour le second tour. D'après les résultats donnés par la Commission nationale des élections, l'ex-footballeur a obtenu 38,40% des suffrages. Son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, a été crédité de 28,8% des suffrages. Et c'est sur ce commentaire de Gabriel Zani que je vous dis au revoir. On se retrouve demain, même heure.